J'ai lu Souvenir de la maison des morts de Fyodor Dostoïevski. Dans ce livre, le narrateur raconte les 4 années qu'il a passées dans un bagne russe au XIXe siècle. À travers son témoignage, il nous plonge dans l'univers carcéral de la Sibérie. Les mœurs des détenus, les humiliations, les hiérarchies invisibles, mais aussi certains moments inattendus comme l'organisation d'une représentation théâtrale en prison, la célébration de Noël au bagne ou encore la libération. Voici le résumé détaillé de cette œuvre puissante. L'histoire débute de manière assez singulière. Un premier narrateur raconte que lorsqu'il vivait en Sibérie, il fit connaissance d'un ancien bagnard nommé Alexandre Petrovitch. Cet homme était d'une timidité extrême, presque maladive. Il se montrait constamment méfiant. Par exemple, lorsqu'on lui adressait la parole avec bienveillance ou qu'on engageait une conversation banale, il se comportait de manière étrange. Il manifestait tous les signes d'un profond malaise, comme un homme pris en faute. Un jour, le narrateur rend visite à Alexandre Petrovitch chez l'une de ses élèves, à qui il enseignait l'écriture. Sans raison apparente, Alexandre se lève brusquement. Son visage trahit une angoisse intense, semblable à celle d'un criminel pris en flagrant délit. Tout chez lui suggère un traumatisme ancien et profond. Le narrateur souhaite mieux comprendre son histoire, mais se heurte à son caractère taciturne et soupçonneux. Peu de temps après leur rencontre, Alexandre Petrovitch meurt. Cependant, il laisse derrière lui plusieurs carnets. Que contenaient-ils? La plupart renfermaient de simples notes de grammaire rédigées par ses élèves, sans grand intérêt. Mais parmi eux se trouvait un carnet particulier, celui dans lequel Alexandre Petrovitch racontait son expérience au bagne. Le récit que nous allons suivre est tiré de ce carnet. À partir de maintenant, Alexandre Petrovitch devient le narrateur principal, celui qui raconte sa propre histoire. Il commence par décrire les mœurs des bagnards. Au bagne, il est bien vu d'afficher froideur et cynisme. Il faut être dur, sarcastique, méprisant. La naïveté ou la simplicité sont impitoyablement tournées en ridicule. Celui qui se montre sensible devient une cible. Une grande partie du livre est consacrée à l'analyse psychologique des détenus. La première division fondamentale est sociale, les nobles et les roturiers. Alexandre Petrovitch est noble. Or, paradoxalement, la vie des nobles au bagne est souvent plus difficile que celle des paysans. Les roturiers sont habitués aux travaux pénibles et aux conditions rudes. Les nobles, eux, ne le sont pas. Mais surtout, il existe entre eux un gouffre infranchissable. Les roturiers ne veulent pas voir dans les nobles des camarades. Une haine sourde subsiste. À un moment, un détenu roturier lance à un noble avec amertume: « En liberté, vous les nobles, vous nous faisiez tant souffrir. » Cette absence de solidarité apparaît clairement lors d'un épisode marquant. Une quasi-révolte éclate à cause de la mauvaise nourriture. La nourriture est médiocre, insuffisante. Les détenus décident d'adresser une réclamation au commandant de la maison de force. Le narrateur, nouvellement arrivé, encore désorienté par l'horreur du lieu, rejoint le mouvement sans vraiment comprendre les enjeux. Mais les roturiers le repoussent immédiatement. Ils lui disent que cette affaire ne le concerne pas.
Les nobles mangent à part et bénéficient d'une nourriture légèrement meilleure. Il n'y a donc pas de solidarité possible. Le commandant arrive, il étouffe la révolte en intimidant les plus faibles et en isolant les meneurs, qu'il menace de châtiments corporels les verges, tout en les couvrant d'invectives. Après l'incident, le narrateur demande à l'un des révoltés « N'êtes-vous pas fâché contre moi de ne pas vous avoir soutenu ?» La réponse est nette. Il ne peut y avoir de solidarité entre eux. Le narrateur est noble. Mais une autre distinction traverse le bagne. Il y a les détenus actifs et les détenus passifs. Les actifs nourrissent un rêve, celui de liberté. Ils imaginent leur évasion, leur sortie, leur avenir. Plus ce rêve est irréalisable, plus ils le cachent derrière un masque de cynisme. Et puis, il y a les passifs, ceux qui ont renoncé, les résignés. Dostoïevski dresse notamment le portrait d'un vieux croyant profondément religieux. Il passe ses journées à prier. La résignation et la foi sont ses seuls refuges. Un autre personnage se distingue, Isaïe Fomitch. Seul juif du bagne, il arrive timide, effrayé, incapable de soutenir le regard des autres. Mais progressivement, il se transforme. Il devient prêteur sur gage, audacieux, rusé, parfois comique. Le narrateur raconte son premier jour. Isaïe Fomitch s'assied sur sa planche de bois, tête baissée. Les autres se moquent de lui. Un jeune détenu lui montre un vieux pantalon en lambeaux et lui demande combien il serait prêt à donner. Malgré sa peur, Isaïe Fomitch saisit l'occasion. Il propose le strict minimum. Son avarice déclenche les rires des forçats. Mais ce jour-là, il comprend comment survivre en jouant un rôle. Les conditions de vie sont terribles. Les détenus portent des chaînes de fer jour et nuit. Ils dorment entassés dans des baraques où l'air est irrespirable, sur de simples planches nues. Certains sont marqués au fer rouge. Leurs vêtements sont misérables et s'ils veulent mieux, ils doivent les acheter. Officiellement, ils n'ont pas droit de posséder de l'argent. Pourtant, un commerce clandestin prospère, vêtements, thé, eau de vie. Ceux qui s'y livrent risquent des châtiments sévères. Les moments autour du thé deviennent alors des instants précieux, presque des îlots d'humanité. Mais le pire, selon le narrateur, n'est pas la faim ni les coups. C'est l'impossibilité d'être seul. Jamais une minute d'intimité. Toujours entouré de dizaines, parfois de centaines d'hommes. Aucune solitude physique, aucune solitude psychologique. Un épisode symbolise cet enfer, la visite au bain public. Les hommes sont entassés dans une cabine minuscule, surchauffée, des crânes rasés à perte de vue, des cris, des injures, une vapeur suffocante. Le narrateur affirme que l'enfer doit ressembler à cela. Et après une telle description, il est difficile de le contredire. Et ce n'est pas tout. Au-delà de la promiscuité, au-delà de la violence, chaque nouveau détenu doit apprendre à vivre avec ses chaînes, les gérer physiquement, les supporter psychologiquement. Car au bagne, la punition n'est pas seulement corporelle, elle est morale. Et c'est peut-être là que réside la plus grande force du livre, montrer comment l'homme, même brisé, continue malgré tout à penser, à observer, à espérer ou à désespérer.
Entre les chaînes que les bagnards portent autour des chevilles et la peau se glisse un tissu indispensable. Sans ce morceau d'étoffe, ne serait-ce qu'une seule journée de marche suffirait à provoquer des plaies ouvertes. Au moment d'entrer dans les bains publics, il faut retirer ces linges enroulés avec une technique presque savante autour des fers. Ce n'est pas une tâche simple. Un nouveau détenu est incapable de le faire seul. Il a besoin de l'aide d'un forçat plus expérimenté. Même survivre aux chaînes s'apprend. Le narrateur poursuit le récit des événements marquants de son séjour à la maison de force. L'un des moments les plus étonnants fut la représentation théâtrale. Les bagnards apprirent par cœur 2 ou 3 pièces. Ils transformèrent une baraque en salle de spectacle. Une scène improvisée, des bancs pour le public, un semblant de décor. Pendant quelques heures, ces hommes, humiliés et brisés par leurs conditions, cessèrent d'être des forçats. Ils devinrent presque libres. Le théâtre leur offrit une respiration, un espace où l'âme pouvait encore se tenir debout. Puis vient Noël. Ce n'est pas tant la fête elle-même qui importe, mais l'attente. Les bagnards attendent Noël comme on attend un miracle. Les jours précédents prennent une dimension particulière. Les détenus deviennent plus calmes, plus cérémonieux, presque méditatifs. La nuit de Noël donne lieu à l'une des scènes les plus touchantes du livre. Après les célébrations, le narrateur s'endort. Au milieu de la nuit, il se réveille brusquement. Pendant un instant, il avait oublié qu'il se trouvait au bagne. Il entend le bruit des chaînes aux chevilles des autres détenus. Il respire l'air lourd et étouffant. La réalité revient. Pour se rassurer, il se répète « Je ne suis pas ici pour la vie. Je ne suis ici que pour quelques années. » Et il se rendort. Après les fêtes du Nouvel An, le narrateur tombe malade. Il est transféré à l'hôpital situé près du bagne. Les détenus y sont toujours entassés, les portes verrouillées par des cadenas pour prévenir toute évasion. Pourtant, malgré tout, les conditions y sont légèrement meilleures que dans la maison de force. C'est là qu'une nuit allongé sur son lit d'hôpital, le narrateur entend une histoire racontée dans l'obscurité. L'histoire d'Anulka. Une jeune fille pure au comportement irréprochable. 2 jeunes hommes sont amoureux d'elle. Par jalousie et par bêtise, ils noircissent la porte de sa maison, un signe dans la Russie du XIXe siècle qui signifie qu'elle n'est plus vierge. L'un agit par cruauté, l'autre par envie. Anulka est battue par ses parents. Finalement, l'un des 2 jeunes hommes accepte de l'épouser. Le soir de leurs noces, il découvre qu'elle était innocente. Mais quelque temps plus tard, sans véritable raison, pour une simple bagatelle, il assassine celle qui est devenue son épouse. Son ami, quant à lui, accepte contre de l'argent de partir à l'armée à la place d'un jeune homme riche. Il disparaît probablement dans la guerre. Et l'assassin, il est arrêté et envoyé au bagne. C'est lui qui raconte cette histoire dans l'obscurité de l'hôpital. Son âme a été brisée, son destin est scellé. 3 vies, 3 tragédies. L'été arrive. Les travaux forcés deviennent encore plus pénibles. Travailler comme un esclave est d'autant plus douloureux que la nature autour renaît, resplendissante après l'hiver. Le contraste entre la beauté du monde et la condition du forçat rend la souffrance plus aiguë. Le travail du narrateur consiste principalement à casser de l'albâtre. Au début, les autres le méprisent, il est maladroit. Au bagne, on respecte l'habileté.
on méprise l'incompétence. Celui qui ne sait pas travailler est humilié. Mais avec le temps, il apprend, les vexations cessent. Il évoque aussi les différents ateliers de la maison de force, ainsi que son premier travail et le meilleur qu'il ait eu. Copier des documents techniques pour un ingénieur qu'il avait pris en affection. Certains ingénieurs et membres de l'administration se montrent compatissants. Mais le commandant de la maison de force, lui, incarne la cruauté. Il affectionne particulièrement un supplice redouté de tous, les verges. Il a même inventé une méthode perverse. Il fait croire au condamné qu'il est pardonné. Puis, au moment où celui-ci se détend, il ordonne soudain le châtiment. Lorsque le détenu hurle de douleur, le commandant rit et court autour de lui. Le narrateur résume cet homme par une formule terrible. Il avait des conceptions exactement opposées à celles des personnes normales appartenant au genre humain. Le récit touche à sa fin. Pour ne pas conclure brutalement, le narrateur raconte encore un épisode, l'évasion de deux forçats. Il convainc un soldat d'escorte de les aider à fuir. Pendant plusieurs jours, les autorités ne les retrouvent pas. Les détenus restés au bagne sont fiers de leurs camarades évadés. Mais lorsque les fugitifs sont finalement capturés, encerclés dans une forêt, tout change. La fierté se transforme en mépris. Les bagnards les accablent de reproches. La déception devient cruauté. Le narrateur conclut « Le succès, c'est tout dans ce monde ». Enfin arrive le jour de la libération. Il a purgé ses 4 années. Il fait le tour des baraques. Beaucoup de détenus viennent lui serrer la main, sincèrement heureux pour lui. D'autres sont plus réservés. Ils savent qu'une fois dehors, il redeviendra, selon leurs mots, un monsieur, un aristocrate au-dessus des autres. Certains, enfin, lui tournent le dos, nourrissent toujours leur haine silencieuse. On l'amène à la forge, on brise ses fers. Il prend les chaînes dans ses mains. Il a du mal à croire que ces fers qu'il a portés nuit et jour pendant 4 ans ne sont plus attachés à ses chevilles. Puis vient le moment de quitter le bagne. Je termine avec les dernières lignes du roman. « Allons, adieu, adieu !» me dirent les forçats de leur voix grossière et saccadée, mais qui semblait joyeuse. Oui, adieu, la liberté, la vie nouvelle, la résurrection d'entre les morts. Ineffable minute.